Salut à toi, peuple de podcast. Comme tu le verras, il y a eu des petits problèmes de son pendant l'enregistrement, mais on a essayé de rattraper ça avec Florian Caro grâce à de l'IA. Donc, c'est pas forcément foufou, mais on a fait vraiment ce qu'on a pu. Ce qui tombe bien, c'est que c'est le micro d'Olivier qui a fonctionné, donc tant mieux. Le mien, on a fait ce qu'on a pu. Donc, des fois, la voix elle est très bizarre, des fois, elle est un peu en retrait. J'ai essayé de refaire chez moi des voix off comme ça. Et bon, bah, écoute, tant bien que mal, l'interview peut quand même être, diffusée et d'ailleurs, je l'ai divisée en 2 parties. La première partie que vous allez pouvoir, entendre aujourd'hui, c'est celle sur, la période Olivier Portenoy dans la presse musicale papier. Le prochain épisode, ce sera Olivier Portenoy dans le cinéma, voilà, en tant que, critique ciné et puis également en tant que musicien. Donc désolé un peu pour tout ça, mais l'interview est quand même extrêmement cool et je pense que ça devrait vous plaire. Bonne écoute. Bon, mon petit Olivier, qu'est-ce qui vient de se passer? Bah écoute, monsieur Stéphane, bravo quoi. Merci. En fait, voilà, pour être transparent, ce qui vient de se passer, c'est qu'on avait commencé à faire une très bonne interview de 45 minutes dans un bar, en buvant des cocktails et d'un coup, je me suis aperçu que, Que rien n'avait enregistré. ouais, si 10 minutes, ouais, 5 entre 5 et 10 minutes, après avoir commencé, malheureusement, il y a eu une couille et donc du coup, ça Et j'essaie a enregistré. j'essaie de te rassurer en te disant, ça m'est arrivé plein de fois, Voilà. malheureusement, et je pense que c'est arrivé à des tonnes de gens qui font des interviews. Donc avant de reprendre, un peu les questions de cette interview, ouais, donc toi tu es, je le rappelle, tu es journaliste, tu es journaliste ciné en ce moment, mais tu as été journaliste, musique. Ouais. Donc tu es musicien aussi, ça on verra ça après. Attends, je peux te raconter des anecdotes? Je suis à Roxane, je dois faire l'interview d'un musicien de pop rock. Alors je me souviens plus du nom, c'était pas Ben Lee, mais je sais plus qui. J'y vais et j'ai oublié mon magnéto. Il y a pas de téléphone à l'époque. Ah ouais, putain. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai fait semblant de tout retenir. Non. J'ai fait, et le mec, il m'a rien demandé. Je posais des questions, il regardait comme ça. Il trouvait ça bizarre qu'il y ait pas de magnéto, qu'il y ait On rien. a même fait genre tu notais. J'ai pas pensé. Maintenant que tu me le dis, je pense que j'étais dans le flip. Je me suis dit: «Putain, j'y vais au flanc» et une fois que j'ai fini l'interview, j'ai tout écrit. Enfin, j'ai écrit. Toi, j'ai écrit des quotes, des trucs et c'était un petit article donc je me souvenais de cette citation. Mais la question est, Mais est-ce que tu as vraiment passé l'interview après dans le magazine? bah, ouais et ça m'était arrivé, je sais plus avec quel groupe où je m'étais rendu compte que ça avait pas enregistré. Donc le flip absolu. Du coup, après, bah, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit tout ce que j'avais en tête. Ça, je pense que c'est vraiment la hantise des intervieweurs, avant les téléphones, tu avais toujours un petit, magnéto que tu mettais sur la table. Ouais. Il fallait faire gaffe qu'il y ait des piles. C'est la cassette, elle était bien. C'est ça. Tu avais surtout enlevé le bouton pause pour que ça tourne et vraiment faire gaffe. C'est ça, que la bande d'un coup, elle se coince pas dans le roulement du magnéto. Tu as un souvenir comme ça? Ouais, j'avais fait les Red Hot à Los Angeles. OK. Et juste avant, je vais à la plage. Idée de con. Il y a du sable qui se met dans mon magnéto. Et je m'en rends pas compte. Et on commence l'interview. En plus, j'étais assez jeune. Il y avait Flea et Dave Navarro. C'était pour l'album One Hot Minute. Et j'étais super impressionné par eux. Et en plus, j'avais eu la super bonne idée. J'avais une copine à l'époque qui était venue avec moi à Los Angeles. Je l'avais emmenée à l'interview. Ce qui se fait jamais. Des fans Et on m'avait fait la remarque. Ouais, bah, oui, ouais, bah, c'était les Red Hot, tu vois, t'es fan des Red Hot, mais pas non plus fan inconditionnel. Et je pense que j'avais peut-être envie de l'impressionner et tout. Et mon magnéto, il arrêtait pas de se bloquer. Et je perds tous mes moyens. Et eux, ils faisaient n'importe quoi. Puis Phil, il disparaissait. Il allait au fond de la pièce, il se foutait à Wall, puis il faisait l'hélicoptère avec son pénis. On peut dire pénis sur SQNT. On peut le dire. Et voilà. Et du coup, je m'en souviens, c'était l'enfer. Et après, pareil, j'avais tout réécrit parce qu'on n'entendait que des bribes de mots. Mais tu arrives à te rappeler après l'interview, vraiment, entre nous, tu inventes et Et bah, bizarrement, ouais. Ouais, bizarrement, je pense que je m'en souviens qu'en écrivant, et les fois où ça m'est arrivé, en fait, quand tu commences à écrire, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui te viennent en tête. et par rapport à la réécriture, c'était déjà, arrivé de réécrire des interviews parce que les mecs parlaient pas bien, Oui, hein, mais ça, mais vraiment limite à changer un peu les propos. non, mais alors, les propos, pas ce qu'ils disent, mais la façon dont ils parlent, oui. Alors, quand il y a la traduction avec l'anglais, il y a un côté traduction, mais ça marche aussi avec la France, ouais. Où tu réécris des trucs, parce que quand on parle tous les deux, bah, on peut ne pas finir notre phrase, on peut se répéter. Et ce qui est marrant, c'est que moi, comme je fais aussi de la musique, avec Dead Pop Club, on avait eu un article de Rock and Folk écrit par Jérôme Réjas, qui était très cool. Et c'est pareil, du coup, mes propos sont réécrits où
où tu vois, il y a des moments où j'ai fait des interviews où avec Nasty Samy, Samuel Guirand, par exemple, qui fait des bouquins, qui m'a interviewé pour différents trucs. Et oui, il réécrit un peu ce que tu dis. Donc souvent, tu dis, c'est vachement mieux. Enfin, je veux dire, je l'ai pas dit comme ça. Alexandre, par exemple, tu faisais, ah, mais j'ai pas dit ça comme ça, mais c'est bien dit, tu vois. Puisqu'on parle de journalisme, donc toi, tu as passé ta carrière de journaliste en tant que pigiste ou journaliste simplement pour le magazine Rage? Exactement. Rage, qui voulait dire Revue assourdissante de la génération électrique, qui était un magazine qui est paru je crois que c'est 93 à 99. Mais tu rentres pas dans un magazine comme ça, tu viens peut-être du fanzine avant? Alors, je me suis mis vraiment à la musique. Alors, j'ai découvert la musique, comme beaucoup de gens, par mes parents, moi par mon père, qui avait des disques de Queen, les Zeppelin, Fleetwood Mac. C'est plutôt un bon départ. Hein. Ce qui est plutôt un bon départ, Pink Floyd. Mais c'est vraiment. J'ai commencé à écouter de la musique par moi-même quand je suis arrivé au collège et que j'ai découvert Iron Maiden. En fait, Iron Maiden, ça synthétisait tout ce que j'aimais. C'est-à-dire qu'il y avait cette musique un peu agressive, héroïque, un peu Conan le barbare, et tout ce côté zombie avec l'imagerie, avec les pochettes, C'était mon groupe. D'accord. C'était pas le groupe de mes parents, c'était pas le groupe d'autres gens, c'était vraiment mon groupe. Mais tu penses que c'est la culture de tes parents qui t'a amené vers ce style à guitare quelque part? Je pense aussi, tu vois, le fait que, le fait que mon père, tu vois, parce que même quand j'écoutais Queen ou Led Zepp, il y a des morceaux que j'aimais bien et d'autres morceaux, les morceaux plus hard rock, j'avais du mal à comprendre quand j'étais petit. Je me souviens, c'était un peu opaque, c'était un peu chelou. J'aimais Stairway to Heaven ou We Are the Champion, tout ça. Mais dès que ça commençait, il y avait le morceau Sheer Heart Attack là sur Queen, c'était beaucoup plus hard rock. Petit, tu vois, à 5-6 ans, j'avais un peu de mal à comprendre ce qui se passait. Donc on est début 80, c'est là que tu te mets à apprécier. Ouais, Iron Maiden sort Power Slave, l'album où en fait Eddie, leur zombie, enfin c'est le concept, c'est les pyramides d'Égypte. Et là, franchement, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Tu vois, j'avais commencé pareil à lire, plus les livres que mes parents me disaient de lire, que mon père me disait de lire, ou que l'école me disait de lire, mais mes propres livres, tu vois, en découvrant Stephen King. Et là, ça a été putain, mais en fait, la littérature, c'est hyper bien. Ça m'a vraiment ouvert un autre truc dans ma tête. En même temps, j'étais fan de films d'horreur. Et puis, je découvre Iron Maiden, c'est l'apothéose. Alors, à partir de là, j'écoute Iron Maiden. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon kiosque et j'achète tous les magazines où il y a Iron Maiden. Il y avait quoi comme magazine dans les kiosques à cette époque? Hard Rock Magazine, il y avait un magazine qui s'appelait Enfer qui allait juste arrêter. Il y a Hard Force qui a dû arriver après. Après, il y a eu des tentatives de Metal Hammer. Enfin, il y avait quand même pas mal de trucs. À cette époque, c'était Trust aussi en France, c'était très très gros. Et qui jouait avec Maiden, justement. Mon premier concert, c'était Maiden en 86 à Bercy. Et les premières parties, il y avait Maiden. Non, il y avait Anthrax, je crois, si je dis pas de bêtises. Il n'y avait pas Wasp, il y avait Trust. Et tout ça pour dire, je découvre Hard Rock Magazine et ça devient ma Bible. C'est-à-dire que je lis, tu vois, mais vraiment Enfin, toi aussi, tu as une culture magazine. Et je lis du début à la fin. D'abord, tu lis ce qui t'intéresse, puis après, tu lis les autres briques. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Tu as souvent qu'un seul magazine à lire, donc du coup, Pendant un mois. C'est ça. Limite, tu sais exactement qui a fait la pub, Exactement. Et toujours, je connais des noms de musiciens, de groupes de hard rock ou de glam rock que j'ai jamais écouté de ma vie. Ouais. Parce qu'à l'époque, je pouvais acheter un album par mois, tu vois. Et puis après, t'as des potes qui t'en prennent, donc t'en écoutes peut-être 4-5, mais tu t'écoutes pas 60 albums par mois. Donc il y a des groupes que j'ai jamais écouté de ma vie, mais je connais les noms des musiciens, je connais leur carrière par Hard Rock Magazine. Et c'est pareil avec le cinéma. Il y a plein de films que je connais de Mad Movies, mais que j'ai jamais vus en fait. Bah, à l'époque, je le lisais, je voyais les photos, ça me marquait. Et tout ça pour dire que très vite, tu vois, je dois avoir 15-16 ans, je me suis dit comment je peux rencontrer les groupes. J'avais tellement envie de rencontrer des groupes. J'étais assez timide, réservé. Je me suis dit la meilleure excuse, c'est de faire des interviews. Donc j'ai fait un fanzine en interviewant les groupes locaux, soit de ma ville, de Saint-Maur-des-Fossés-la-Varenne, soit du Pays Basque, parce que j'allais en vacances là-bas, comme Aggressive Agricultor. Et voilà, je fais un fanzine avec mes petits moyens. Tu vois, j'ai une copine et un copain qui tapaient tout à la machine. Et donc, j'ai commencé à faire un fanzine qui s'appelait Mad Dog, en n'ayant aucune notion que le fanzine existait. Pour moi, je faisais un magazine. Mais ça, pour moi, c'est fou de faire un truc que tu n'as pas déjà vu auparavant. Alors, j'appelais ça un fanzine parce que j'avais vu aussi dans Hard Rock Magazine ou dans Hard Force, dans les petites annonces, que les fanzines existaient. Parce que tu vois, ils postaient les annonces style tel fanzine, tu peux l'acheter là. Je les achetais pas en fait. Moi, je voulais acheter la presse de kiosque. C'est ça qui m'intéressait. J'avais peur que les fanzines, ça soit une espèce de sous-magazine. Comment tu le diffusais alors ce fanzine, hein? Franchement, j'en imprimais 20. Mon père faisait des photocopies Air France, tu vois, comme beaucoup de papas. On fait photocopie de fanzine. Désolé, le mien est mort, je peux pas savoir.
Désolé pour lui, il a pas eu cette chance de te faire tes photocopies de Diabolite, quoi. C'est dommage. Mais t'as fait tes photocopies ailleurs, tu les payais pas, si? Ouais, c'était une pote à son boulot, ouais, C'est exactement pareil. Et je les vendais, j'ai essayé de les vendre à la sortie de concert. Franchement, c'est vrai. je l'ai fait 2 fois parce que j'en ai jamais vendu. Ça m'a vite saoulé. Donc je les vendais à des potes et j'en donnais. En fait, je pense que je donnais au groupe parce que je voyais des annonces dans Rock Magazine de groupes comme Nomad, Aggressor, La Blast, tous ces groupes trash un peu de l'époque qui apparaissaient. Je leur écrivais une petite lettre, je le faisais avec des questions, ils me répondaient, j'en mettais un timbre, tu sais, pour qu'ils m'envoient une photo, tout ça. Je leur achetais soit leur vinyle, soit leur cassette, et en fait, ça fonctionnait comme ça. Donc c'est plein de gens que j'ai jamais rencontrés en vrai, en fait, et c'est quand même rigolo. Mais j'aurais bien voulu rencontrer Alex, c'était le chanteur d'Aggressor, qui joue toujours. J'étais ultra fan de ce groupe-là, plus que de Blast. Donc ça, c'est ta période fanzine, et c'est un peu ça qui t'a permis ensuite de mettre un pied dans la presse musicale qu'on pouvait retrouver dans les kiosques. Ouais, il y avait un label qui s'appelait Musidisc, tu te souviens à l'époque? Bien sûr. Et c'était les premiers qui ont vu mon fanzine, les annonces dans Hard Rock ou Hard Force, et qui m'ont envoyé des disques. Et ouais, j'en recevais des trucs que je trouvais pas toujours terribles, mais j'étais là. Faut que j'en parle, j'essayais de trouver des qualités, tu vois. Il y avait un truc de journaliste qui essayait de trouver. Après, j'étais content de recevoir des disques, je trouvais des qualités au groupe, quand même, facilement. Mais c'est fou, t'imagines les premiers disques que tu reçois. Franchement, tu reçois un carton. Et je m'en souviens, ils avaient un mec qui s'appelait Alain Aimé, qui était guitariste d'un groupe qui s'appelle Fisk. Et il habitait en Corse. Je crois que c'est guitariste de Fisk, j'espère que je dis pas de conneries. Il avait fait un album solo et on m'avait envoyé 30 cassettes pour faire un concours. Et je pense que je ai encore chez mes parents. Avec tout ce que je respecte que je dois à Sacré Alain. Moi, j'étais fan d'Iron Maiden et des mecs qui s'appellent Kerry King et Jeff Hanneman. Et on m'envoie Alain Aimé, quoi. Et donc, de là, je fais des interviews et je croise. Il y a un gros fanzine qui s'appelait Mephisto à l'époque, en banlieue parisienne, qui, eux, imprimaient peut-être à 500 ou 1000 exemplaires. Enfin, c'était vraiment un gros truc. Et je les croise à une interview et ils se rendent compte que je parle bien anglais. Voilà, parce que j'ai eu la chance de grandir un peu aux États-Unis. Donc, j'ai toujours été à l'aise en anglais. Et là, ils me prennent dans ce fanzine-là au début pour faire interprète. Parce que eux, ils galéraient, mais c'était au-delà de la galère, quoi. Je sais pas comment ils faisaient avant. En tant que personne qui a fait des fanzines, j'ai eu des grands moments de solitude. Je me rappelle, j'avais fait Recapo. C'était quand j'étais dans Shelter. Et j'avais été dans les bureaux de Roadrunner. Et le moment de solitude était horrible. Il me parlait, je ne comprenais rien. Bon, entre-temps, maintenant, je parle un peu mieux anglais. Là, c'était chaud. Je sais même pas ce que j'ai retranscrit dans l'interview, mais c'était catastrophique. En plus, toi, je sais que toi, tu peux rebondir avec, tu vois, avec les gens avec qui tu parles parce que tu parles anglais. En fait, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé. C'est que, tu vois, au début, j'ai commencé à faire interprète, puis après, ils m'ont laissé faire mes propres interviews, et même mes interviews, et j'ai fait énormément de trucs pour Mephisto. Et oui, ça a toujours été une force. Moi, ça m'a surpris quand j'ai commencé à faire de la presse, donc on dit professionnel, mais tout le monde vient du fanzina ou de la passion. Il n'y a personne qui se dit je vais être journaliste pour en faire un métier. Enfin, t'es passionné, c'est pour ça que t'es là. Mais j'étais surpris au début quand j'ai commencé à écrire pour Rage ou des magazines, d'entendre les autres journalistes parler et de voir comment ils parlaient pas anglais du tout. Ouais. Et quand je lis des bios maintenant de journalistes qui ont fait les années hard rock et tout, ils l'admettent en fait que des fois ils étaient en galère. Hein. Donc ils improvisaient sur ce qu'ils disaient. Ça me paraît complètement dingue. Il n'y avait pas de Google Trad, il n'y avait pas d'autres trucs où tu peux trouver d'autres sources où ils disaient à peu près la même chose. Donc c'est quand même fou. Donc de Mephisto, je sais qu'après, tu as enchaîné sur Rage Magazine. Ouais. Si on peut un peu resituer Rage Magazine, quand est-ce qu'il a commencé? Ouais, 80, je crois que c'est 93. Je crois, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait eu Rage Against the Machine. Je sais plus quand est-ce que le premier album sort, je suis un peu perdu. Je me suis fait débaucher de Mephisto parce que je fais une interview de Pantera au Zénith. Et là, il y a Stéphane Hervé qui allait contribuer à la naissance de Rage, qui vient me voir après l'interview, on discute, on sympathise. Et il me fait, écoute, on a envie de monter un nouveau genre de magazine qui est beaucoup plus actuel avec la musique qu'on écoute aujourd'hui, qui est pas, pour citer Rock and Folk, Best, des trucs comme ça. Et donc, du coup, j'ai envie d'avoir des journalistes plus jeunes, qui viennent d'une autre culture. À cette époque, c'est quoi? C'est le New York Hardcore qui commence à arriver fort. T'as Ministry, t'as le néo-metal aussi. Quoique le néo-metal. Non, c'est après ça. Non, il y a eu. Green Day. Il y a surtout le grunge qui a explosé. Voilà. Donc, tu vois, il y a eu Nirvana. Donc, en fait, tous les autres groupes qui suivent après tout ce qui suit le grunge. Alors, effectivement, il va y avoir Sonic Youth, tous ces trucs un peu expérimentaux. Il va y avoir tout ce qui est plus hardcore. C'est le Psychophido, Biohazard qui sont très forts. Exactement, tous ces trucs-là. Il y a les Melvins, il y a Rise Against the Machine. Quand on parle des gros groupes, tu vois, moi, je parlais de Pantera. Il y a Pantera aussi qui présente un nouveau type de métal. Donc, voilà. Et Stéphane Hervé, il m'appelle, quelques mois plus tard, il me rappelle pour me proposer un truc. On fait une interview ensemble. Et c'est génial. Je me retrouve dans un magazine qui sort en kiosque. Pour moi, c'est complètement fou.
Je veux dire, le premier numéro, j'ai dû en acheter 10, hein. Alors que j'avais vraiment un tout petit article dedans. Tu te rappelles un peu de l'accueil qui a été fait à Rage Magazine à l'époque, c'est quoi? Moi, je me rends pas compte parce que je suis étudiant, tu vois, je suis pas dans ce milieu-là. Donc en fait, je côtoie pas les maisons de disques, je côtoie pas le milieu. Donc je me rends pas trop compte. Je sais juste que quand le magazine il sort, peut-être pas le premier numéro parce que c'était un peu un fourre-tout de plein de trucs, mais le deuxième numéro, il me semble que le deuxième numéro, la couve, je me demande si c'est pas Nirvana. En fait, quand je vois le deuxième numéro, tu vois la direction artistique, enfin, ouais, ça qu'on fait le chemin de fer, est un peu mieux défini, et je me retrouve complètement. En fait, je suis content, alors déjà que c'est un magazine, je le trouve classe, et puis c'est vraiment tous les groupes que j'écoute. Et ceux que j'écoute pas, je les découvre, j'ai envie de les écouter. Donc j'ai l'impression que c'est ma génération. Est-ce que tu penses que ça peut être considéré comme une revue de vendu, même si c'est que les passionnés dedans, mais sachant que maintenant que J'avais Nirvana est dans la presse, qu'on parle de tous les groupes émergents qui Alors, sont dans la presse, en toute honnêteté, ça peut-être été dit, mais moi à l'époque, tu vois, j'ai 22 ans, j'ai 21, 22, j'ai aucune conscience que ça puisse exister. Tu vois, comme j'ai aucune conscience que les fans de hard rock, ils vont dire attends, ils mettent toujours Iron Maiden ou tel truc parce que c'est un groupe. En fait, parce que ces gros groupes-là, je les aime. Ouais. Tu vois, si on met Pearl Jam ou Rage ou Soundgarden, Nirvana en couverture dans les premiers numéros de Rage, en fait, c'est tous mes groupes préférés du moment. Tu vois, donc je pense que ce truc-là, je le sens. Quand tu regardes ce qu'il y avait en kiosque, c'est vraiment un magazine qui était vraiment à part. Et c'était pas que de la musique. Tu vois, l'idée qu'avait Stéphane, Franck D'Espagna et tous les autres, c'était de faire un magazine de culture. Donc c'est essentiellement musique. Mais si tu écoutes ce genre de musique-là, un peu énervé, un peu révolté, contestataire, engagé, bah, ça veut dire que t'aimes un certain type de cinéma. Tu vas aimer La Haine, tu vas aimer Trainspotting, tu vas lire les BD de Frank Miller, tu vas aimer telle BD, telle littérature. Et en fait, c'était vraiment ça le concept de Rage. C'était vraiment de parler d'une culture. Je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup de notre génération à s'y être reconnus. Moi, j'écrivais dedans, mais enfin, en fait, j'étais lecteur avant tout. Moi, j'ai découvert énormément de groupes en lisant Rage. Parmi tous les groupes que tu as interviewés au début, quels sont les groupes vraiment qui étaient à leur début, première démo ou premier maxi, que toi, tu as eu la chance d'interviewer à l'époque, mais qui, par la suite, sont devenus vraiment énormes et qui ont pété tout? Ah, franchement, il y en a vraiment plein. Alors, je vais commencer par un gros, Deftones. Je vais à Los Angeles faire une interview. Je sais plus si c'est Jane's Addiction ou Red Hot. Enfin, j'ai un peu oublié. Bon, déjà, c'est un gros. Ouais, Là, c'est un je pars pour un gros truc et on me dit, tiens, il y a aussi ce groupe-là. Et on m'envoie une cassette. J'étais dans un petit motel. On m'envoie une cassette et j'écoute le premier album de Deftones. Et je fais, oh, mais c'est complètement... Non, je dis une bêtise. On m'avait fait écouter Seven Words, le premier single, bien sûr. avant de partir à Los Angeles. Et j'avais vu le clip. Et j'étais là. Le clip passait en boucle Ouais. sur les chaînes françaises. Mais c'était pas encore sorti à l'époque. Ah, Ouais, c'était vraiment un truc. d'accord. Il y a ça qui sort, on vous montre ça. Et j'étais là, oh, mais c'est mortel. Et du coup, on me dit d'aller dans tel bar, un tout petit bar, tu vois, comme on voit les petits concerts. Donc, dans l'arrière-salle, il y a Deftones qui jouent. Il y a peut-être 30, 50. Franchement, c'est tout petit. Et c'était complètement mortel. Tu vois, et le lendemain, je fais l'interview, ils étaient hyper intimidés. Je pense qu'ils avaient quasiment jamais fait l'interview, et encore moins avec quelqu'un qui vient de France et d'Europe. Donc ça, c'était vraiment un gros truc. Après, j'ai fait des groupes dont je suis devenu fan. Tu vois, j'ai fait un groupe qui s'appelle Baby Chaos, un groupe écossais. J'ai découvert grâce à Rage. À qui t'es ami maintenant, non? À qui maintenant je suis ami maintenant. Il y a Tu as tourné aussi. J'ai tourné, j'ai enregistré un album avec un de mes groupes. Donc voilà, on a un lien qui a 30 ans, exactement. Leur deuxième album, il va avoir 30 ans. C'est sur le premier que j'ai rencontré, donc c'était il y a 32 ans. Après, d'autres groupes plus gros, Coldplay. Ah ouais, attends, non, c'était pour Rage. Pour Roxanne, pardon. C'était pour Roxanne, j'ai travaillé à Roxanne après Rage. Et on m'envoie faire Coldplay. Et il n'y a que 2 singles qui sont sortis. Et je l'ai fait dans une université. Et il est tout timide, le chanteur. Et après, je fais dans une espèce de salle de classe. Il est tout timide. Et maintenant, le mec, il fait des stades énormes. Il est marié avec des... Enfin, voilà. Quand on t'envoie sur une interview de Coldplay, à l'époque, t'en penses quoi? C'était pas ma cam, mais les Anglais, ils aiment bien sortir des singles avant. Donc j'avais entendu 3 singles. Je trouvais ça vraiment bien foutu, mais c'était pas ma cam, tu vois. J'étais journaliste, donc j'y vais. Par contre, quand je les ai vus en concert c'est marrant, là, je m'attendais pas, on n'a pas parlé de Coldplay tout à l'heure. Entre Sick et Toll, Moroder, on parlait d'un. Et je m'en souviens, je les vois du coup dans une petite salle de fac. Et j'avais été impressionné par Chris Martin, comment il enchaîne, alors qu'il est tout timide, le micro entre la guitare, le chant, le piano. J'ai dit, oh, putain, le mec, il est balèze. Hein. Tu as des bons souvenirs d'interviews de cette époque, ou alors est-ce que tu as eu vraiment des bonnes connexions avec des groupes? Alors, une connexion, c'est beaucoup dire, parce que moi, j'étais vraiment un petit mec qui venait de fanzine, timide. Donc, quand je voyais les groupes, qu'importe leur stature, j'étais impressionné.
Parce que les mecs, ils avaient fait un album, ils faisaient des scènes, même si j'ai rencontré en France ou à l'étranger, c'était des groupes qui tournaient dans le monde entier ou qui allaient tourner dans le monde entier. Donc, tu vois, moi j'avais moi-même un petit groupe, je veux dire, on sortait pas de Saint-Maur-des-Fossés, ou alors pour aller faire de la fête de la musique à Saint-Michel. Donc, enfin, tu vois, donc j'étais vachement impressionné par ces gens-là. Donc, mais oui, je garde des souvenirs. Tu vois, un de mes premiers voyages de presse, c'était avec Cyclevetol. En fait, ils avaient fait le Divan du Monde avec Strife. Et je montais dans le tourbus, j'ai même monté dans le tourbus. Et on faisait Paris et Amsterdam au Melweg. Et du coup, je les suivais sur 2 dates. Moi, j'avais fait l'interview dans le tourbus de Cyclevetol après le concert à Paris. Après, je savais pas où dormir. Je m'étais mis sur une banquette au fond. Et on arrive à Amsterdam, je sais plus, en pleine nuit, et c'est la banquette du chauffeur qui était mec de pays de l'Est, un peu rusty. Fuck, arrive, man! Putain, et du coup, je sais pas où aller, et je sais pas où me mettre, je mets dans un fauteuil, je dors à moitié. Enfin, tu vois, le bon stress, quand même. Et comment s'est passée la relation avec le Psychophysaurus sur les... Franchement, super cool. Ils ont toujours été très cool. Je les ai rencontrés plein de fois après, que ça soit pour Rage ou pour Roxand. Je pense qu'à un moment, ils se souvenaient de moi. Ils savaient pas, tiens, c'est Olivier, mais tu sais, ils se souvenaient. En fait, c'est surtout les groupes de punk rock qui étaient comme ça, tu vois, ou les groupes de hardcore. Pour punk rock, allez, du magazine punk rock, j'ai souvenir que Anti-Flag, je l'ai rencontré souvent. Alors c'est pareil, ça me fait bizarre, je n'avais pas prévu de dire Anti-Flag. Mais Allez, on va parler de Dieudonné maintenant. non, Anti-Flag était vraiment cool. Ils se souvenaient de nous, et je pense de tous les journalistes, pas du nom, mais que ça soit Justin Sane en plus, lui, ou le batteur. Et voilà, ils étaient très cool. Mais il y en a d'autres comme ça, tu vois. Biffy Clyro était comme ça, Thérapie sont comme ça. Moi, j'avais Sugar Ray qui me reconnaissait, tu vois, parce que je l'ai rencontré souvent. Ouais, il y a plein de groupes qui étaient quand même assez cool. Ado Drive-In au début, tu vois. Dans les anecdotes, hein, ça c'est pour punk rock. Je pars faire Ado Drive-In à El Paso où ils habitent. On fait l'interview dans leur local de répète. Les mecs sont cool. Puis tu sais, El Paso, c'est une petite ville, tu connais pas, je sais pas quoi faire. Et ils te font, bah, vous faites quoi ce soir? Bah, je sais pas. Bah, venez là, on boit des coups. Et du coup, on a bu des coups avec les mecs d'Ado Drive-In. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Et tu vois que les mecs sont vraiment là. Ils ont vu qu'on n'était pas relous, on n'est pas là pour les faire chier. Donc, après, c'était avec leurs potes, on discutait, puis on buvait des coups, le photographe et moi. T'as de beaux souvenirs comme ça? Ouais, j'ai mon premier voyage de presse. Ce qui était bien avec Rage, c'est qu'à l'époque, du coup, il y avait un label qui avait un peu de thunes qui nous envoyait aux États-Unis. On faisait une interview et on en profitait pour rester quelques jours. Donc, tu vois, on se trouvait un motel, un truc pas cher. Je te coupe, même si vous n'avez pas connu les grandes heures de la presse musicale papier avec les maisons de disques qui n'hésitaient pas du tout à envoyer leurs journalistes à l'autre bout de la planète, vous avez quand même pu bénéficier de voyages également pour les sorties d'albums ou interviewer tel ou tel artiste, que ce soit aux États-Unis, en Australie ou en Angleterre. Et vous avez bénéficié quand même de pas mal d'avantages liés à la profession. On n'avait aucune conscience écologique à l'époque. Hein. On ne se disait pas qu'on serait dans cette situation-là. Et puis voilà, maintenant, ça serait un peu compliqué. Et ça se fait plus. Mais on n'hésitait pas à nous envoyer des fois à 24 heures aux États-Unis pour faire une interview. Et alors, on pourrait dire, comme tu me disais tout à l'heure, est-ce que c'est pour acheter le journaliste? Oui et non, parce qu'en même temps, tu découvrais le groupe. C'est-à-dire que toi, au téléphone, c'était quand même différent. Là, tu les rencontres en vrai. Et souvent, tu voyais un concert. Donc, voir un groupe au concert, nous qui sommes fans de musique live avant tout, ça change tout. Des fois, tu écoutais l'album, tu faisais ouais. Tu les voyais en live, tu les voyais chez eux devant leur public, tu faisais putain, c'était ouf. Est-ce qu'on t'a déjà envoyé en voyage de presse pour aller voir un groupe et tu t'es vraiment aperçu sur le moment que c'était vraiment pas bon du tout, mais que la musique que tu as envoyée là-bas, donc toi, Bien sûr. tu as un papier qui est... Mais bien sûr, tu vois, par exemple, pour Roxand, je crois, à moins que c'était pour Rage, je sais plus, on m'a envoyé faire Silverchair, mais avec d'autres groupes. Il y avait Korn, tous les groupes de l'époque, Incubus, tout ça. Soit c'est la fin de Rage. Ça affiche de l'époque. Là. Voilà. Et en même temps, comme je suis aux États-Unis, on me dit, bah tiens, on va en profiter, tu vas rencontrer tel machin. Enfin, il y avait plein de gros trucs. Mais à la base, je suis là pour Silverchair. Honnêtement, moi, je m'en fous de Silverchair. Je suis déjà trop vieux pour Silverchair. Maintenant, je sais que quand je discute avec des gens de 40 ans, c'était important pour eux. Pour moi, c'était, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe de... Tu vois, ils ont 16 ans, ils font du souvenir Vanna, Pearl Jam. Enfin, il n'y avait aucun intérêt. Donc, je les vois sur scène, ça va, c'est pas nul, mais ça me touche pas du tout. Tu vois. Et en plus, l'interview était nulle. Les mecs étaient jeunes, enfin, ils n'avaient pas forcément beaucoup de trucs à dire. Est-ce que dans mon papier, ça a changé? Non, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours considéré comme, avant tout, je suis journaliste, je suis là pour discuter avec les gens et rapporter leurs propos. Donc, en fait, je suis pas un magazine d'opinion, enfin, moi, je suis pas un journaliste d'opinion. Tu vois, souvent, je respecte l'opinion des autres. Et alors, quand je fais une chronique de 10, par contre, je dis ce que je pense. Mais quand tu fais une interview, tu vois, si les mecs sont cool et puis bah eux, ils sont passionnés par ce qu'ils font, en fait, c'est pas ma place de dire attends, c'est vraiment de la merde, alors voilà ce qu'ils m'ont dit. Tu vois, et c'est ridicule. Quand j'étais jeune, je lisais des magazines et j'avais tendance à m'identifier
à un journaliste parce que je m'apercevais à chaque fois qu'il avait les mêmes goûts que moi. Donc, ce que je faisais, c'est que dès que je lisais ce magazine, je regardais partout où il signait un papier ou une chronique et je me disais, bah, écoute, on a à peu près les mêmes goûts, donc ça devrait me plaire. Comment toi, tu peux gérer ça, sachant qu'il y a forcément des lecteurs et des lectrices qui s'identifient à ton style et à tes goûts. Et là, tu vas leur parler de Silverchair, qui ne fait même pas partie de tes goûts, en fait. Je fais l'interview de Silverchair, j'étais pas en train de faire la chronique du disque, tu vois, c'est différent. Donc je suis là pour rapporter les propos de ce qu'ils disent. Et je pense que les gens, après, ils voient, selon les références, que je peux citer des trucs comme ça, peut-être quel style c'est. Tu rapportes les propos, mais tu veux quand même Ouais. un peu dire des trucs positifs, tu vois, même si t'es pas forcément... Ouais, mais non, parce que ça, Moi, ça avait- j'avais dû faire un question-réponse, tu vois. Tu peux dire qu'ils sont cool, parce que les mecs étaient sympas, en vrai, tu vois, sans descendre leur musique. Il y a les magazines qui font ça, tu vois. Je pense que Rock and Folk ou d'autres, ils s'amusaient plus, ils avaient plus ce côté un peu virulent. C'était pas le propos de Rage, en fait. Si on n'aimait pas, bah, on n'en parlait pas, tu vois. Rappelons-nous de... Par exemple, qui débutait et donc tout le monde se foutait, qu'on se battait pour pas les faire. Oui, mais parce que nous, mais je Mais pense, c'est quand même, on dirait- mais je pense qu'il y a des gens, à l'époque, Stéphane Hervé, je pense qu'ils trouvaient ça cool, et ils voyaient dans quelle scène ils évoluaient. Puis c'est pas pareil, parce qu'on avait envie de défendre ces groupes qui démarraient, qui essayaient de faire des trucs aussi. Et que ce soit Rage ou Roxanne ou Punk Rock, on a toujours voulu défendre la scène française, surtout émergente. Tu vois, c'était pas ce que t'es devenu. C'était pas, à l'époque, ils avaient ce côté indus, un peu une briquet de broc. Après, ils ont trouvé leur style. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont trouvé leur style et ça reste toujours impressionnant en live, tu vois. Mais il y a toujours cette volonté d'essayer de défendre une scène aussi. Tu vois, c'est pas parce que moi j'écoute Samayam que faut que je défende que les groupes qui ressemblent à Samayam ou Psychovetol ou Thérapie. Avec le recul, est-ce que tu penses qu'on peut dire que Rage a été un magazine premièrement précurseur, mais surtout qui a influencé toute une génération? C'est un truc de perspective. Moi, maintenant, je me rends compte de l'impact qu'a eu Rage à l'époque. Moi, à l'époque, je me rendais pas compte. Tu vois, comme je disais, j'étais jeune. Moi, je découvrais tout en même temps que les autres. Je découvrais le métier de journalisme. Tu vois, je peux dire que le secrétaire de rédaction de Rage, il m'engueulait comme si c'était ma prof de français parce que des fois j'écrivais vraiment n'importe quoi. Rage m'a offert une culture musicale, plein de choses. Donc en fait, moi je faisais vraiment mes classes. Mais c'est vraiment des années plus tard que je me suis rendu compte que des gens de ma génération ou de notre génération, bah Rage, ça a hyper compté pour eux. Ils ont découvert plein de groupes comme ça. Mais comme moi qui étais dedans, tu vois. Ouais. Donc je me rends compte de l'impact que ça a eu générationnel. Tu vois, après, un public de niche, hein, on parle. Enfin, tu vois, on n'est pas en train de parler de. C'est que ça reste quand même un truc de niche. Et pour défendre Roxanne, maintenant que Roxanne n'existe plus depuis des années, quand je croise des gens qui ont 35 ou 40 ans, ils ont ce même rapport avec Roxanne. Parce que Roxanne, il y avait un sampler. Et ils me disent, même dans le punk rock, ils ont dit que, ah bah tiens, moi j'ai découvert tel ou tel groupe, je suis hyper fan. C'est grâce au sampler. Et il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, t'en souviens pas, tel numéro, oh, Plage 3, c'était ce morceau-là de ce tel groupe, j'adore. Et là, après, il y avait ça du sampler. Moi, j'en ai aucune idée. Je les écoutais pas, les samplers. Et c'est là que je me rends compte, tout est une question de perspective. Tu vois, pour notre génération, où la musique qu'on écoute, pour nous, c'était vraiment Rage. Et pour d'autres qui sont plus jeunes, qui ont 10 ans de moins que nous, en fait, Roxanne a énormément compté. Et punk rock a énormément compté pour le punk rock. Mais il y a plein de gens qui ont découvert le punk rock grâce à Roxanne et qui sont mis à acheter les numéros punk rock. Personne dans mon entourage m'a dit ouais, j'ai découvert plein de groupes grâce à Romsand. Non, c'est vraiment punk rock parce que ça parlait aussi bien de NoFX qui était en tête d'affiche ou les Burning Heads, tu vois, qui était vraiment la couverture, que des petites démos, de petits groupes et tout. Et ça a permis de faire découvrir des groupes à plein de... Bien sûr, parce que c'est notre génération. Mais Roxanne, mine de rien, a fait ça. Tu vois, moi, je connais des gens, Florian Caro par exemple, ou d'autres, qui se sont amusés à refaire des sampleurs Roxanne sur Spotify ou Deezer, tu vois, des tracklists. Parce qu'à l'époque, en fait, ils achetaient le magazine, t'as pas d'argent pour acheter un disque. Il y a pas, on rappelle qu'il n'y a pas le streaming, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas tout ça. C'est début. Hein. Il y a MySpace, mais ces gros groupes-là, ils sont pas dessus. Mais en tout cas, t'achètes ton magazine avec un sampler et tu l'écoutes en boucle. Tu vois, nous, on se rendait pas compte de ça parce qu'on était déjà un peu plus âgés, on achetait nos disques, d'autant plus que toi, pareil, tu faisais un fanzine, donc On les payait pas trop. on payait pas trop nos disques et on en payait. Quand on payait le disque, on savait vraiment ce qu'on voulait. Donc voilà. Donc on n'avait pas ce truc-là, mais Rage a compté générationnellement et maintenant je me rends compte aujourd'hui que Roxanne et punk rock ont compté aussi, tu vois. Mais quand t'es dedans, et c'est pareil à punk rock, on se rendait pas compte en fait. On avait la même démarche que si on faisait un zine. Tu vois, on prenait un groupe qui était plus gros pour le mettre en couverture, parce que il faut un appel. Les gens, bien sûr, qu'ils vont acheter s'il y a Bad Religion, ils vont pas acheter s'il y a le groupe que tu adores du coin. Ils vont acheter parce qu'il y a NoFX, Lagwagon, tout ça, ou même Burning Heads, ça pouvait être un risque, tu vois. Pour nous, ça paraît pas un risque, mais ça pouvait être un risque. Et après, on défendait tous les groupes qu'on aimait bien.
Et c'est en ça qu'on voit que Punk Rock était un magazine à part. Parce que quand tu mets que ce soit NoFX ou Burning Heads en couverture, Bien sûr. j'ai jamais vu ça avant. Bien sûr, ou qu'on ait mis à The Drive-In, ou qu'on ait mis Guerre à Poubelle, ou qu'on ait mis, j'allais dire Anti-Flag, mais je voulais pas encore la reciter, mais à l'époque, c'était un groupe important qu'on a mis. Donc, il y avait Anti-Flag, il y avait, enfin, tu vois, Sick Vetol, enfin, il y avait j'étais trop content d'une couve anniversaire où il y avait un mec d'Anti-Flag, un mec de Sick Vetol, quelqu'un des Berus, il y avait Guerre à Poubelle, il y avait Tagada Jones, un groupe important aussi pour la scène punk rock. Moi, je voulais faire un panel comme les magazines américains le font, où il y a un peu 8 mecs qui ont vachement compté dans les 10 ans de punk rock, tu vois. Pour moi, c'était vraiment un fanzine qui était adapté à la presse diffusée nationalement, avec une qualité papier de fou. Mais c'était un fanzine, ouais, genre 5 épaules, tu vois. C'était... Alors, la différence, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure dans la première interview, la différence entre Rage et punk rock et le fanzina, c'est que on est là aussi pour traiter de l'actualité. Donc, quand tu fais punk rock, l'idée, c'est de traiter de l'actualité de punk rock. Donc, moi, par exemple, tout ce qui est alterno, ça me passe au-dessus de la tête. Le ska, la plupart du temps, oui, à part Rancid, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois. Mais c'était c'était hyper important d'en parler. Tu vois, tout ce qui était les groupes alternatifs qui nous faisaient rire parfois, ils ramenaient 50 fois, 100 fois plus de monde que les petits groupes que nous on aimait qui jouaient devant 50 personnes, tu vois. Et ça fait partie de cette scène. Donc, on en parlait, on faisait les interviews, et des fois, les interviews, c'est pas parce que t'aimes pas un groupe qui te touche pas personnellement que l'interview va pas être bien, parce que j'ai fait plein d'interviews comme ça où les gens étaient plus passionnants parfois que des groupes que j'aimais, parce que c'est des questions d'individus. Donc en fait, voilà, c'est la différence du fanzine, c'est qu'on essaie de défendre une scène, la scène punk rock. Et Rage, c'était pareil finalement. On défendait quand même beaucoup les trucs qu'on aimait bien, mais des fois, il y avait des trucs, c'était des trucs du moment, on en parlait parce que ça faisait partie de l'actualité, tu vois. Et parce qu'ils venaient jouer en France, et que s'ils font 10 dates en France, c'est quand même cool d'en parler, tu vois. Bien sûr. Quels sont les bons souvenirs d'interviews que tu as pu avoir dans Rock Sound? Parce qu'en fait, on est passé de Rage à Rock Sound. Ouais. Donc, c'est vraiment le magazine. Limite, tu as terminé Rage et tu as enchaîné directement avec Rock Sound. Alors, Rock Sound, et je mélange Rock Sound et punk rock parce que c'est la même période. Des souvenirs de fou, par exemple, d'avoir fait l'Enemy de Motorhead. Tu vois, je fais l'Enemy de Motorhead, il est 10h du mat, on m'avait dit, l'Enemy, il peut être un peu compliqué. Donc, tu sais, l'Enemy, il marmonne, tu comprends pas tout ce qu'il dit. Là, il parle un peu comme ça. Et on me dit, what are you drinking? Qu'est-ce que tu bois? Je fais, comme toi, l'Enemy, j'ai un whisky coca à 10h du mat. Okay. Moi, c'est pas dans mes habitudes. Ouais. Et du coup, ça le sociabilise un peu. Et on m'avait dit, parle-lui de ses bottes. C'est un Français qui a fait ses bottes à Los Angeles avec les Ace of Space, tout ça. Je lui dis, hé, tes bottes, Lémi, là, il me semble que c'est un Français. Il les met sur la table. Alors, il prend un peu de temps quand même. Il n'a pas une souplesse de fou. C'est pas Jackie Chan. Paf, et puis là, c'est mon pote. Et donc, ça reste un souvenir de fou parce que c'est de faire des légendes comme ça, tu vois, j'ai fait Joe Strummer pareil. Alors, Joe Strummer, c'est l'inverse. Il est tellement gentil que tu oublies que c'est Joe Strummer, mais enfin, t'oublies pas. Mais en fait, il fait tout pour te mettre à l'aise comme si tu parlais au premier mec venu dans une salle de concert et avec qui tu t'entends bien, quoi. Comment tu te prépares face à une personne que tu vas interviewer, que tu idolâtres, que tu aimes vraiment beaucoup? Alors, tu vas aux toilettes, parce que du coup, tout ce stress. Ah oui, t'as pas de problème de constipation. Est-ce que tu angoisses vraiment beaucoup avant? Il y a vraiment ce moment où tu vas y aller, tu sais où t'attends. Et j'ai toujours ça encore dans ce que je fais, malgré toutes ces années et toutes ces interviews. T'as une espèce de rush d'adrénaline, tu souffles un peu et tu sautes à l'élastique des fois. Comment tu fais pour être vraiment focus tout en étant face à la Joe Strummer, par exemple? Tu te dis, j'ai quand même Joe Strummer devant moi. Ouais. Tu vas être concentré sur lui, mais tu réalises que tu es face quand même à une icône. Tu dois suivre ton interview, tu as le stress. Comment tu arrives à tenir une interview? Avec les années, maintenant, je comprends que une de mes forces, moi, je suis quelqu'un quand même d'assez, qui a très peu confiance en soi. Donc, tout ça, c'est un travail sur moi. Mais je me rends compte avec les années, une de mes forces, c'est justement l'anglais. Et le fait que quand je fais une interview, j'écoute et j'entends et je comprends ce qu'on me dit. Donc en fait, moi j'aime bien créer la conversation. Et je pense que, je sais pas comment ça se passe à l'époque, mais je pense que j'ai toujours fait ça. Parce que je suis content d'être avec ces gens-là, je suis content d'être avec Tim Armstrong, avec Lars Fredriksson, avec Fat Mike. Et ils me disent des trucs, ou avec Gillo Biafra. Enfin, toi, j'ai vraiment eu du bol. Non, mais je fais des name dropping. Bon enfilade. non, mais je me rends compte. Tu sais, franchement, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Et avec le recul, des fois, quand je peux refaire un numéro, je fais, mais c'est fou, tu vois, et sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte. Mais voilà, le truc, c'est d'écouter ce qu'ils disent et essayer de rentrer dans une conversation. Ça assouplit la relation. Après, tu vois, quand je fais quelqu'un comme Joe Strummer et que je suis assez jeune et puis je suis intimidé, j'ai la chance que le mec, c'est un amour. Donc je pense que même si quelqu'un arrive et bafouille en anglais, Joe Strummer ou Dave Grohl ou plein de gens comme ça, ils vont être cool, en fait.
tu vois, d'être... ouais, t'arrives toujours à avoir une... Ça marche pas tout le temps, hein. On a parlé des bons souvenirs, mais tu me connais. Est-ce que tu en as des mauvais également? Sors-moi une anecdote bien croustillante. J'ai un souvenir de Jerry Cantrell, qui est guitariste d'Alice in Chains. Moi, j'étais très fan de tout ce grunge-là d'Alice in Chains. Je le rencontre, il fait sa carrière solo. Je crois que c'était à New York et il est dans sa chambre d'hôtel, il est sur son lit, lunettes de toilette, de soleil, et puis il te regarde pas. Et tous les 10 minutes, il va aux toilettes. Petite vessie ou gros problème de drogue, je sais pas. Mais en tout cas, même s'il prenait de la drogue, ça le rendait pas plus joyeux. Et en fait, c'était nul à chier. Et bon, je l'ai refait des années plus tard. Il était à Paris, il était extrêmement plus cool et réceptif. Fois, ça les saoule. Ils ont fait des interviews toute la journée. Mais c'est pas de ma faute. Moi, j'arrive avec, tu vois, même si, voilà, j'arrive un enthousiasme. Tu vois, je suis content je sais pas ce qui s'est passé avant dans sa vie. T'as gardé des souvenirs des artistes que t'as rencontrés, genre des photos avec eux ou alors des autographes? À l'époque, j'ai dû faire ça. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas des smartphones, donc on faisait pas de photos. Ou très peu, tu vois. Mais j'ai dû faire, oui, j'ai fait signer des disques Iron Maiden. J'ai fait signer des disques. Est-ce que j'ai fait Slayer? Ouais, ouais, j'en ai fait quelques-uns. Et après, je me suis rendu compte que je sais plus où je mettais les signatures. Tu vois, j'ai fait Pearl Jam, j'ai fait tout ça. Et je me suis rendu compte, moi, je suis pas très soigneux. Je sais plus où étaient les signatures. Quand j'ai fait une photo, je sais plus où elles sont. Et donc maintenant, en fait, je me rends compte que ce qui était le plus important pour moi, c'est finalement ce moment, cette chance de passer 30 minutes avec eux et de discuter avec eux. Tu vois. Et souvent, on me dit mais t'as pas demandé d'autographe, t'as pas fait de photo. Mais en fait, je dis bah non, mais en fait, en même temps, j'ai discuté. J'ai une vraie discussion. Tu vois, j'ai un prétexte parce que je suis journaliste. Donc, ça, c'est un super bon prétexte. Je peux poser des questions et qu'eux, ils restent, ils se barrent pas. Mais parce qu'il ne peut pas. Mais du coup, je pense que c'est plus précieux que n'importe quel autre. Enfin, je suis pas fétichiste. Dans le genre photo un peu iconique de ta carrière de journaliste, il y a celle que tu as repostée il y a pas longtemps. C'est avec un groupe de Los Angeles qui s'appelle Booyah Tribe. Ouais, ça. Vous nous redire un peu le contexte de cette... Bien sûr, je pars pour Rage. Booyah Tribe, c'est un groupe rap metal. Les musiciens, ils viennent tous des îles Samoa. Tu vois, ils ressemblent à des Maoris hawaïens gigantesques, voilà, costauds, tout tatoués. Et on va faire l'interview chez eux. C'est pas Compton, mais c'est une banlieue. Non, je me demande, c'est pas Carson. Enfin, une banlieue un peu craigneuse de Los Angeles. Donc, je suis avec un photographe américain, Nick Adams, qui bossait pour Rage, mec hyper cool. Et on nous dit, allez à telle heure, les gens du quartier, ils sauront où vous arrivez. On arrive avec sa petite voiture, on arrive, on est accueilli, il y a la barbecue, la mama, tout le monde. Petit blanc dans le ghetto. C'est exactement ça. Il y a barbecue, tu sais, tu t'es bien reçu, la famille, tu discutes un peu avec tout le monde. Et là, on m'autorise à faire l'interview. Je peux rencontrer le chanteur, qui est un peu le parrain, qui est moins costaud que les autres, mais petit chapeau, Marcel, enfin costaud, tout ça. Toi, t'es impressionné déjà dans ces cas-là? Ouais, je suis impressionné. Voilà, mais comme les mecs sont cool, ça va, ça se passe bien. Mais oui, j'ai toujours un petit stress. Mais ça va. Donc, on fait l'interview dans le garage, le mec est cool. Enfin, tu vois, c'est très sérieux, tout ça. Et après, séance photo. Ils se mettent tous dans l'allée. Ils se mettent tous torse-poil. Ils sont tous bien costauds, tatoués. Il y a le plus gros, il y en a un qui est gigantesque, qui est énorme et qui a une cicatrice tout le long du bide. Et la légende veut qu'il soit pris une rafale de mitraillette. Je sais pas ce qui est vrai. Moi, je pense que c'est l'appendicite. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Hein. Ouais. Et ils font la photo. Et il y a un moment, je sais pas ce qui se passe. Je dois leur dire, je peux faire une photo avec vous? Oui. J'arrive, on fait une photo, j'ai un t-shirt et je décide d'enlever mon t-shirt. Puis je suis comme ça, yeah! Et moi, je suis tout gremé. Et là, il y a un blanc. Il y a quelques secondes de silence. J'ai l'impression que les quelques secondes, ça dure 5 minutes et je me dis, je vais mourir. Ah ouais, c'est ça. Je vais mourir. Les mecs, ils me parlent de respect depuis 1 heure, l'interview, tout ça. Et moi, j'arrive comme un connard. Je me mets torse-poil. Tu vois, j'essaie de faire des muscles que j'ai pas. Et je me suis dit, oh! Et il y a vraiment un silence. Et heureusement, il y a des voisins qui étaient là, dont un black hyper costaud, qui rigole, qui me pointe du doigt. Il fait, le petit moineau, rigole, le petit moineau blanc. Et là, tout le monde rigole. Et du coup, ça se détend et ça rigole. Et je me suis dit, putain, j'ai vraiment eu chaud, quoi. Franchement, mais la photo, elle est hyper cool. Et j'ai une autre photo cool, mais très différente. Je vais faire Pearl Jam à Seattle, leur hangar où ils répètent. Donc, c'est vraiment mortel. Je suis trop content, en plus d'aller à Seattle. Et avant l'interview, Eddie Vedder, ou après l'interview, je sais plus, Eddie Vedder, il fait, on peut faire une photo? Je dis, ouais, pourquoi? C'est cool, c'est lui qui demande. Ah ouais. Il me dit, bah, j'aime bien me souvenir à qui j'ai parlé. Tu vois, c'est un peu style des conneries. Ah Tu vois, j'ai un mur là, je sais tel jour, telle date, tout ça. Et il avait tu vois, une espèce de Polaroid. Je fais, si on fait une photo, bah, mec, on en fait 2. Comme ça, moi, j'en ai une aussi, parce que je veux bien me souvenir à qui j'ai parlé. Tu vois, je sais pas s'il rigole, hein, mais et ouais, il était très cool. Et donc, voilà, j'avais une photo avec Eddie Vedder. L'histoire est moins folle, mais en étant fan, tu vois, moi, j'aurais jamais demandé. Puis à l'époque, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas ce réflexe. Et j'avais été intimidé. Mais souvent, les gens que j'admire, ils sont cool.
Tu vois, par exemple, je disais que j'admirais Dave Grohl, Nirvana, Foo Fighters, il était cool. Un de mes idoles absolus, c'est Walter Schreifels, Gorilla Biscuits. Moi, c'est avec Quicksand, Rival Schools, je le rencontre. Tu vois, c'est quand même Walter Schreifels. Pour moi, c'est vraiment la légende absolue. Tous ces groupes, je les trouve bien. Et le mec, il est tellement cool et tellement down to earth. Non, mais que on se parle normalement. Donc moi, j'ai ce côté fan parce que j'ai plein de questions. Il n'y a pas ce truc de star. Après, si, peut-être plus dans le cinéma. Tu vois, moi, je sais que pour Rage, non, c'est pas pour Rage, c'était pour ils avaient un magazine qui s'appelait RER, Rap et Reggae, qui était un super nom pour un magazine de hip-hop, je trouve. Et j'avais fait Wesley Snipes et Blade sortait. Donc j'étais vraiment impressionné parce que Wesley Snipes, il arrive, il était en kimono. On était petite table ronde, on était 5-6. Il arrive, il se met en lotus, puis il est là. Puis tu lui poses des questions chacun ton tour. Et à un moment, je sais pas comment lui demander, toi, mais je suis un petit blanc tout jeune. C'est le premier super-héros noir, tu vois. Donc c'est important, c'est aussi pour ça qu'il fait ça. Au cinéma, comment lui parler de ça, de quel mot employer. Et je m'en souviens, j'étais intimidé vachement par Wesley Snipes ou des fois par... tu vois, j'avais fait Moebius. J'étais allé dans son atelier pour Rage. C'était incroyable. J'étais vachement intimidé. Mais il était cool aussi. Mais tu vois, c'est un monsieur. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a à peu près mon âge. C'était quand même vraiment un monsieur et une sommité. Ou quand j'ai fait John Carpenter ou Terry Gilliam, des trucs comme ça. Mais Il faut quand même soulever le fait que depuis tout à l'heure, tu balances des noms tous plus fous les uns que les autres. Est-ce que tu te rends compte de cette chance que tu as pu avoir de rencontrer tant de personnes si grandes, si iconiques que tu écoutes depuis tout petit? franchement, pour moi, Rage, c'était la meilleure école. Et puis, enfin, toi, je remercierai jamais assez Stéphane Hervé, tu vois, qui a été mon mentor et et grâce à qui fait ce métier-là aujourd'hui. Enfin, Stéphane Hervé, autant que Dominique Mesmin, Philippe Roizès, enfin les autres journalistes auprès desquels j'ai super appris, quoi. Ouais, Philippe Roizès, c'est lui qui m'a fait découvrir les films de Hong Kong, John Woo, tout ça, avant que ce soit à la mode. Tu vois, lui il était dans ces trucs-là, avant qu'ils passent leur carrière américaine. Donc tu vois, il y a toujours un lien avec le cinéma. Parce que maintenant, actuellement, tu travailles pour Film Actu et Allociné. Mais en fait, c'est vrai, avant qu'on arrive sur le côté Si je raconte mon histoire Maraudeur, non. il y a quand même une personne qui est maintenant, qui est très reconnue sur la scène du spectacle, c'est Thomas VDB qui faisait partie de l'équipe de Roxane. rédacteur en chef, non? Alors, il a été rédacteur en chef à la fin, mais au début, il était journaliste comme moi. Ok. Et moi, quand je suis arrivé à Roxane, il était déjà journaliste depuis quelques mois à Roxane. Donc à l'époque, il avait son spectacle Freddy Coup de Boule. D'ailleurs, figure-toi que ce week-end, il part à Tours pour les 40 ans de la radio qui s'appelle Radio Pas du béton, bien sûr. Et il va refaire avec son collègue de Oui, il va refaire Freddy Coup de Boule. refaire Freddy Coup de Boule. Pour l'occasion, sachant que tu étais là ce soir, il a une question pour toi. C'est génial. Ouais, salut Olivier. Bon, moi, je suis content d'être dans ton podcast. Je suis désolé, je suis dans un blablacar et donc il faut que je fasse une question. Je me demande Stéphane. Non, mais attends, c'est ma fille qui veut le téléphone. Olivier, est-ce que tu peux... Comment vas-tu? Bien. Est-ce que tu peux me dire un truc que tu as toujours trouvé qui était bien? Voilà, tu étais là, je suis fan. Puis en fait, je t'ai rendu compte que c'était nul. En film ou en musique, il y a forcément des trucs. Ah non, non, c'est trop bien. Non, le chanteur a joué avec NoFX. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc que t'aimais bien. Et puis en fait, un jour, tu te dis, mais non, mais c'est nul ça en fait. Moi, par exemple, ça, un exemple, c'est les Skillford Mods. Depuis des années, j'étais là à me branler, à dire, Skillford Mods, c'est trop bien. Puis en fait, tu vois, je mis un disque entier chez moi, je me dis, c'est pénible en fait. Est-ce qu'il y a un truc comme ça, toi, où tu t'es dit, c'est bien, puis en fait, tu te dis, non, en fait, c'est nul. Eh ben, écoute, déjà, je suis hyper ému. Ah non, mais alors, moi, je fais ça, en fait. Je fais des interviews où j'essaye de demander à d'autres acteurs, actrices, de poser une question à l'invité. Ça, j'aime bien ce principe. Et en fait, on me l'a jamais fait. Ouais. Et en plus, c'est Tom, donc c'est vraiment génial. Un grand merci à toi. Donc, merci Thomas. Il y a un moment, t'imites quelqu'un, je sais pas qui. Et je comprends pas, t'as un problème à la voix. Mais sinon, je vais très bien et j'espère faut qu'on se voit un de ces quatre très vite pour parler de trucs. Ta question, elle est hyper bien. J'ai envie de répondre Placebo parce que j'étais hyper fan de Placebo et depuis, ils m'insupportent. Et je les ai vus à Rock en scène il y a 2 ans et je trouve ça insupportable. Et en fait, je pense que les premiers albums sont toujours bien. Encore les écouter, les 2 premiers albums, là. Je crois que j'ai un blocage. Non, par contre, j'ai eu des groupes, tu vois. Par exemple, je vais dire, j'étais fan de Bon Jovi quand j'étais vraiment jeune ado. Après, les années rage, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et depuis quelques années, j'aime bien à nouveau. Non, par contre, en cinéma, ouais, j'ai plein d'exemples. Hein. Rambo 2, j'avais vu Rambo 2 au cinéma. Franchement, la claque de ma life, mec. J'étais allé à Créteil-Soleil, je m'étais acheté un couteau comme ça. Et je sais pas
Je l'ai toujours et je sais pas comment ils ont vendu. Alors, couteau comme ça, c'est quoi, 30 centimètres? Comment ils ont vendu ça à un gamin de 13 ans, quoi? Parce que je voulais le couteau de Rambo et j'étais rentré chez moi et je m'en souviens, j'avais sorti le couteau, j'étais là, non, mais il est vraiment grand. J'avais super peur. Et sinon, j'ai revu Rambo. Moi, j'ai grandi santé, donc sur magnétoscope. Donc, je pouvais pas revoir les films. Et j'ai pas revu Rambo avant d'avoir peut-être 25, 26 ans, donc 13, 14 ans plus tard. Et franchement, j'ai trouvé ça, j'étais hyper déçu. Et l'autre déception que j'ai jamais revue, c'est Highlander. J'adorais ce film. Je le trouvais incroyable. Puis, tu sais, il y avait un côté rock, tout ça, le punk rock, enfin, tu vois. Et je l'ai revu après, et c'est affreux. C'est mal branlé. Les scènes d'action, elles sont super molles. Tout est à 2 à l'heure. C'est mal monté. Tu m'étonnes que le réal Russell McCalliff, je sais plus comment, après, il n'a pas fait une grande carrière. Ouais. Alors que quand il est sorti, et ça a été un succès énorme, Bien sûr. je pense qu'on est plein à avoir trouvé. Et puis c'était un Français qui était dedans, tu vois. Donc il y a plus des trucs comme ça de cinéma. Ouais. Le cinéma, on va y revenir. C'est juste pour terminer avec le côté musique. Après Roxanne, t'as eu Punk Rock. Ouais. Ou même en parallèle, parce que Punk Rock était au début un hors-série de Roxanne. Exactement. C'était un hors-série de Roxanne au début. C'est un truc logistique et de droit. Un magazine a le droit de sortir tant de numéros par an. Et Roxanne avait, du coup, c'est 12 ou 11 numéros par an. Je pense que l'été, il devait y avoir un double. Et sortait plusieurs hors-séries. Et il y avait trop de hors-séries. Et à un moment, on ne pouvait plus sortir de magazine sous le nom de Roxanne. Il fallait faire un truc à part. C'est pour ça que Punk Rock, qui paraissait être le truc le plus viable comme magazine, enfin le plus viable, c'était un petit tirage et ça coûtait pas grand-chose à faire. Mais voilà, c'est Punk Rock. Punk Rock est devenu un magazine à part entière à un moment. Je l'ai déjà dit, mais je suis extrêmement fan de Punk Rock. Le format, les chroniques, les interviews, les couvertures qu'on ne trouvait vraiment pas ailleurs. Mais je me demande, est-ce que ça vendait quand même? Alors ça vendait énormément, tu vois, ça faisait du 10 000, 12 000. Tu sais. Non, mais ce qui était énorme, ou peut-être il y a sûrement eu des numéros avec NoFX au début qui ont dû vendre beaucoup plus. Franck Frejny qui sera beaucoup mieux que moi. Après, tu vois, c'est comme je disais, on venait tous du fanzina et d'ailleurs tous les pigés dedans, ils venaient du fanzine avec Franck. Franck, il a appelé plein de fanzineux, comme toi d'ailleurs. T'as écrit un peu, non? Non, t'as pas écrit un peu. D'accord. J'ai fait dans Rage. D'accord. Alors, pardon, pas toi, mais par exemple, toi, à la fin, il y avait Guillaume Circus qui faisait Johnny du Circus, Guillaume Guardès qui a fait beaucoup de fanzines. C'est un peu l'équivalent de Rage Magazine où vraiment Stéphane Hervé a fait le C'est ça. dirigeant C'est ça. de la scène du fanzina. Et là, c'était pour Punk Rock. C'est ça. Et c'était vraiment. Enfin, toi, notre but, c'est de parler de l'actualité. Et moi, je sais que les dernières années, moi, j'étais rédacteur en chef les dernières années de Punk Rock pour des raisons. La boîte a été rachetée par différentes entreprises. Et à un moment, Franck a décidé de partir. Donc, moi, j'ai récupéré le poste de rédacteur en chef, mais toujours avec Franck dans l'ombre. Franck, c'était vraiment, il était toujours là. À la fin, c'est même lui qui faisait les maquettes. Enfin, on faisait le magazine à deux. Moi, j'avais ce titre-là, mais on le faisait vraiment à deux. Par contre, une fois que Franck est parti et dans cette dernière boîte qu'on a eue, je pense que j'avais une plus grosse liberté encore que Franck pour faire ce que je voulais en couverture. Et du coup, j'avais décidé de faire des couvertures que Franck avait jamais faites. Comme qui, par exemple? Et ma première couverture, c'était Joe Biafra. On l'avait jamais fait. Tu vois, c'est pareil, c'était en France, donc c'est pas ce que tu vas vendre. Tu vois, on avait fait. Après, je crois qu'il y avait eu une guerre à la poubelle sur les conseils de Franck qui m'avait dit écoute, il y a ce jeune groupe qui va sortir son Crash Disc. Moi, je connaissais pas du tout. Ouais. Tu vois, et puis c'était pas. Moi, je viens pas de l'alterno. Il avait dit fais-le. J'avais découvert le truc. C'est vraiment grâce à Franck. J'avais fait. Non, peut-être pas de drive-in, mais. On avait eu, il y avait eu Turbo Negro, tu vois, il y avait. Après, voilà, j'ai fait des trucs pareils, hein. J'ai fait Dropkick Murphys, je sais plus. On a refait Burning Heads, on avait fait les Berus. Mais t'imagines de faire des unes pour un magazine avec des groupes pareils, c'est impensable. Mais c'était cool, on me laissait faire et le chef de pub, Loïc, il était là. Bon, alors là, j'ai une campagne de pub pour Turbo Negro. Je dis, attends, c'est cool. Enfin, Ouais. franchement, déjà, on aurait voulu le mettre. Donc, c'est quand même inespéré de pouvoir mettre Turbo Negro en groupe, en couve, en plus d'avoir un peu d'aide financière parce que le magazine ne vendait pas assez stabilisé. En fait, c'est ça, il faut des pubs dedans. Mais Punk Rock, il y avait ce côté-là où plein de gens voulaient annoncer parce que le magazine était lu par des fans, par une niche, un public de niche. Et du coup, tout ce que tu faisais en pub, c'est sûr que c'était vu. Et qu'importe la taille de ton groupe, tu vois. C'est un peu comme moi à une époque, je lisais Rock Magazine et je connaissais toutes les pubs C'est exactement et, ça. et tous les noms des musiciens et des disques alors que je les avais pas écoutés. Et toute la génération de personnes qui ont 10 ans de moins que nous, pour eux, Punk Rock, c'était quelque part, ça a forgé leur culture musicale. Avec le CD aussi, ça leur a permis de découvrir plein de groupes. Bien sûr. Tu vois, même si tu mets Offspring en couverture, ça n'empêche que tu auras des mots du groupe du coin, mais ce groupe-là, ça permettra de le faire connaître à 10 000 personnes qui ont acheté. Bien sûr, et dedans, tu vas avoir, dedans, tu auras les Homeboys, les Bushmen, enfin, je sais pas, je cherche des noms de groupes, là, mais ça a fait aussi ma culture musicale, parce que l'avantage de bosser là-dedans,
c'est que bah, tu reçois les disques et en fait, on est tous fans, donc on découvre des groupes. Moi, j'ai découvert plein de groupes que j'aurais peut-être pas découvert autrement si j'avais pas bossé à punk rock et donc j'ai été fan et donc je suis toujours fan. Je vais être franc, je vais pas y aller par quatre chemins. C'était le pire montage de toute ma carrière de podcaster ever. J'en suis sorti, du moins pour cette première partie spéciale Olivier Portnoy parle de la musique, en tout cas de la presse musicale. Prochaine partie, vendredi prochain, sera sur Olivier Portnoy nous parle de sa carrière de journaliste dans le cinéma et également de musicien. En tout cas, j'ai appris plein de bonnes choses sur sa vie. Il nous a balancé des beaux noms comme on aime. La deuxième partie va aussi avoir son lot de name dropping. Je voulais juste vous dire qu'on est sur tous les réseaux. On est sur YouTube, on est sur Instagram, Facebook. Est-ce que j'oublie des trucs? En tout cas, c'est SQNT Podcast. Si vous pouviez, si vous avez le temps, de noter le podcast quand vous écoutez un épisode, que ce soit sur Spotify, sur Amazon, sur Deezer, que sais-je encore, YouTube, blablabla, enfin tu connais, mettez une note, ce serait sympa pour le référencement, et puis moi ça me ferait déjà plaisir à titre perso. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. Rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie, et puis d'ici là, portez-vous bien, ciao.